Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre atelier 11, l'émission des sociaux engagés du média qui vous fait découvrir les travailleuses et les travailleurs du média télé. Je suis Antoine, au-dessus de moi, juste ici, il y a Serge, Victor. Salut Serge, comment vas-tu aujourd'hui? Salut, ça va, chaudement. Tu vois, on peut le dire. Nous recevons aujourd'hui ici dans le coin Chloé. Chloé Jans, salut Chloé, tu vas bien? Ça va. Et là, ici là, Léo. Léo Bonjour. qui est au média, dans les locaux du média et qui est en train de travailler. Qui a chaud. Et qui a chaud. Et qui a chaud en travail. Un des Léo bienvenue. du média. Un des Comment Léo du média. Parce qu'il y en a deux des Léo. Un des Léo du média, Léo Tixador. On va en reparler, on va faire connaissance avec vous deux. Vous le savez, le but de cette émission, c'est d'en savoir justement un petit peu plus sur vous, sur votre parcours, sur votre travail et sur votre engagement au sein du média. Alors, comme d'habitude, on a essayé de récupérer quelques petites infos, voir si vous laissez des traces dans les internets. Et on en a trouvé un petit peu, alors moins que certains, hein, évidemment, mais on en a quand même trouvé un petit peu. Et vous allez voir qu'il y a des choses assez rigolotes, si on a envie de rire. On va commencer par Chloé. Chloé, aujourd'hui, tu es développeuse aux médias. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que tu écris des programmes informatiques, on va dire, en gros. On va en reparler, évidemment. Hein. Ta formation initiale, c'est un DUT d'informatique. Alors, mais peut-être pas en développement, mais plutôt, j'ai noté, en service et réseau au départ. Ouais, enfin, c'est un DUT multimédia, en fait. Multimédia, d'accord. Et tu as fait ça à l'IUT de Montluçon. Voilà. Enfin, c'était à Vichy, en vrai. C'est l'antenne de Vichy. C'est l'antenne de Vichy. Et avant, j'ai fait une licence de biologie, ce qui n'a rien à voir. Ensuite, à la suite de ça, tu as fait un diplôme en développement numérique en ligne, donc j'imagine tout ce qui est plutôt multimédia, etc., à la fameuse école des Gobelins, c'est ça. Et à la suite de ça, donc alors je sais pas si c'était un travail, un stage ou un CDD ou quelque chose comme ça, tu as travaillé chez Upian, je sais pas comment on dit. Upian, qui est une grosse, on va dire une agence qui fait à la fois agence de communication, qui fait de la production documentaire, qui fait pas mal de choses comme ça. Et tu as travaillé là-bas pendant 18 mois. Donc, par exemple, Upian, pour ceux qui connaissent, c'est la société qui a travaillé pour réaliser les réalisations multimédia de David Dufresne, qui avait fait donc notamment Tarnac Magasin Général. Avec son livre, il avait fait tout un développement, un site internet, etc., avec des développements, et Prison Valley aussi. Donc, c'est vraiment une grosse société. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, depuis 2012, tu t'affiches dans les internets comme développeuse freelance. Alors, est-ce qu'il y a une mise à jour à faire, peut-être, quelque part? Non, d'autant qu'en plus, j'ai eu des postes même en salarié entre-temps. Donc, ouais, non, c'est juste que j'ai pas vraiment eu besoin, en fait, de mettre à jour mon CV pour trouver du travail, donc je l'ai pas fait. J'ai noté un truc sympa, moi, c'est que tu as coécrit avec 4 camarades une application pour iPhone qui s'appelait, je crois, Pick My Street, qu'on retrouve plus aujourd'hui. C'était peut-être un de tes premiers projets. Alors, c'est un projet personnel, mais c'était quand même un truc un petit peu ambitieux. Tu peux nous raconter vite fait ce en quoi consistait cette application? Alors, plus exactement, en fait, c'était notre projet de fin d'études au Gobelin. D'accord. Voilà, effectivement, mais on l'a porté un peu plus loin. L'idée, c'était au tout début, ça commence à remonter vu que j'étais étudiante. C'était une application où on pouvait, en fait, en réalité augmentée, ça commençait tout juste, ajouter des dessins en pixel art, en mode chasse au trésor. Enfin voilà, c'était assez rigolo à faire. En tout cas, en termes de développement, c'était rigolo. Et en termes de graphisme aussi. Oui, tu disais que tu allais un peu plus loin que le simple projet de fin d'études, parce que j'ai vu qu'à un moment, vous avez demandé du financement, vous avez lancé une campagne de financement participatif sur Ulule, que vous avez brillamment remporté d'ailleurs. Donc, ça permettait de faire quoi? Alors, par rapport au projet lui-même, ça veut dire que vous aviez peut-être l'intention, vous aviez de l'ambition pour cette application, vous souhaitiez la rendre pérenne? Alors la rendre pérenne, à la base, c'était déjà réussir à la finir, parce que comme c'était un projet d'études, en fait, c'était pour notre diplôme de fin d'année, en fait. Et du coup, il était question de produire un prototype, en fait, pour notre soutenance. Donc c'était quand on a fini nos études, du coup, c'était encore un prototype. Donc la question, c'était réussir, en sortant, du coup, de la formation, à pouvoir avoir un peu de temps, justement, pour mener à bien l'application, du coup.
Et on avait besoin d'un peu de sous pour ça. Et voilà. En plus, on avait eu d'assez bons retours. On a été publié dans certains trucs de presse spécialisés, des trucs comme ça. On avait été aussi sélectionné pour certains autres trucs de subventions à l'époque, avec des gens que vous aimerez beaucoup, du style Xavier Niel, des trucs comme ça. Que des amis? Que des amis. Ouais, à l'époque où ils cherchaient à incuber des projets, des choses comme ça. Du coup, on a essayé de la pousser un peu. Alors, c'est pas forcément des ambitions très élevées, du style vraiment se faire de l'argent avec, ou des trucs comme ça. C'était surtout qu'on avait envie de la finir. Donc voilà. Et finalement, elle a été publiée, elle est sortie sur l'App Store? Elle est sortie, mais elle a pas. Ensuite, il se trouve qu'on a chacun eu des projets de vie un peu différents et que du coup, elle n'a pas été maintenue très très longtemps. D'accord. Serge, tu as déjà des questions sur le parcours de Chloé avant d'arriver aux médias? Sur ça, non, si ce n'est que on a vu que Léo, lui aussi, était dans la même école. Du coup, je ne sais pas, est-ce que Chloé est le maître Jedi du jeune Padawan Léo puisque tu es sa tutrice, c'est ça, dans l'alternance aux médias. Mais bon, on reviendra peut-être plus en détail après sur le parcours de Léo. Mais vous avez ça en commun, en tout cas. Oui. Eh ben, justement, alors, on va y aller. On va y aller sur Léo. Alors, déjà, Léo, toulousain ou breton? Toulousain. Quand même, ton cœur est resté à Toulouse. Ouais, quand même. Je pourrais faire semblant, mais non, ce serait pas vrai. Non, parce que quand on parle de Léo entre nous ou avec des gens, on dit Léo le breton ou Léo le basque. Il n'y a pas de Léo le toulousain. Donc, il faut que tu le saches. Pour tes collègues, tu es breton. Attention. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Alors, du coup, pourquoi on dit ça? Parce qu'effectivement, tu es originaire de Toulouse, mais tu as fait tes études supérieures après le bac à Lannion. Ouais. Donc, on ne peut pas faire plus au creux de la Bretagne, quoi. Hein. Alors, justement, tu as aussi fait un DUT. Ouais. Tu es aussi passé par un IUT, donc comme Chloé, c'est numéro 1. Sauf que toi, c'était plutôt dans le milieu du journalisme. Ouais, et tu as poursuivi avec une licence de journalisme. Ouais, licence professionnelle après, oui. Voilà. Et ensuite, effectivement, comme l'a dit Serge, tu as intégré l'école des Gobelins. Ouais, cette année. Voilà. Et en même temps, donc tu fais ta formation au Gobelin en alternance. C'est dans ce cadre-là que tu es aux médias. Donc, une partie travaillée aux médias et une partie de cours suivi à l'école des Gobelins. Ouais, exactement. Tout à fait ça. Voilà. D'accord. Donc voilà, donc déjà un parcours similaire, DUT et école des Gobelins. On va revenir un petit peu. Alors, je suis remonté jusqu'à ton premier stage de 3e qui était à France 3 à Toulouse, je suppose. Bravo, ouais, oui, exactement. Tu as ensuite fait. Alors, on va aller vite, hein, parce que c'est pour l'anecdote. Tu n'as pas retrouvé des dessins d'école primaire, non? On n'a pas eu le temps. Et après, tu as fait un stage en seconde à Radio Nova. Oui. Alors, non, mais à part l'anecdote, ça veut dire que très tôt, tu as été intéressé par le monde de la presse et des médias, quoi. Ouais, moi j'ai toujours été intéressé par le journalisme, tout ce qui était médias, etc. Depuis, je pense que j'ai une dizaine d'années, depuis que j'avais 10 ans. Voilà, c'est ça, parce que tu es très jeune, faut quand même le rappeler. D'ailleurs, quand tu étais au lycée à Toulouse, alors si j'ai bien calculé, tu participais à une radio, qui s'appelait Radio Booster. Ouais, c'est une radio qui est une radio locale, une radio libre, et on faisait une petite émission je sais plus, je crois que c'était une fois par mois, on faisait une émission et on faisait un peu de tout ce qu'on voulait. On était les plus jeunes de la radio et du coup on racontait tout ce qu'on avait envie de raconter, quoi. Alors l'émission s'appelait le Popcast. Ouais. Et pour ceux que ça intéresse, je mets les liens vers les vidéos parce que c'était quand même déjà multimédia dans le chat. Donc vous pourrez aller voir la chaîne YouTube avec toutes les vidéos. C'était pas ressorti. Ah ben voilà. Mais il faut pas venir. Il faut pas venir. Si vous avez des trucs à cacher, il faut pas venir. Ah non, je cache pas, ça me fait plaisir. Non. Donc cette émission, a priori, elle n'existe plus. Non. Je pense elle n'existe plus depuis que j'ai terminé le lycée et que je suis dû partir en Bretagne, du coup. D'accord. Parce que c'est vraiment toi qui l'avais créé, qui l'animé, qui l'a réalisé. Avec 2-3 autres amis, on avait créé ça ensemble, mais oui, à la base, du coup, on avait créé ça ensemble, et après, une fois qu'on a dû tous partir en études sup, on a dit on arrête, et on a fait la dernière émission. D'accord. Alors, quand tu es arrivé en Bretagne, donc pour l'IUT, tu es reparti dans la radio, puisque tu t'occupais d'une autre radio qui s'appelait Talk to You. Ouais, Radio TTU.
TTU, Talk to You, il y avait plusieurs choses. Et alors, c'est pareil, c'était une radio étudiante. Ouais, c'est une radio associative, mais je m'en occupais. J'avais un poste comment on De appelle ça, vice-président, tu peux le vice-président, dire. ouais, exactement. Mais c'était vraiment pour l'administratif de la radio, parce que je peux pas prétendre avoir fait beaucoup de choses là-bas à part quelques émissions, quoi. Quelques chroniques, oui. J'ai noté Ouais, quelques voilà. chroniques. Et tu étais vice-président. OK. Et alors, en même temps, ou à peu près dans la même période, on va dire, tu t'occupais aussi, enfin, tu participais au magazine des étudiants de l'IUT qui s'appelait Impact Magazine. C'est vrai. Alors, ça ne nous facilite pas la tâche, parce que quand on cherche Impact Magazine, il y en a 500 dans le monde qui s'appellent Impact Magazine. Ouais, Sachez-le. pas grand-chose. Et alors, je ne sais pas si c'était fait exprès, mais tu as aussi été vice-président. Exactement. Bah, T'aimais bien. Là, j'ai aidé un peu plus, mais disons que vraiment pour Radio Talk to You, c'était de l'administratif. Bon, t'aimais bien le titre honorifique de vice-président, quoi, en fait. Non, pour tout vous dire, on m'a un peu forcé pour la radio. Vraiment, il faut quelqu'un, et il y avait personne, et je l'ai pris. Avec plaisir. Mais... Alors, sur la même période toujours, parce que je ne sais pas quand c'est que tu avais le temps de suivre les cours avec tout ce que tu faisais en même temps, alors je ne sais pas si tu participais ou si tu as créé un podcast qui s'appelait SCU. Ouais, ça je l'avais créé, c'était un podcast où on parlait de musique, musique actuelle. Du coup, on faisait des interviews d'artistes et on parlait des musiques qu'on aimait bien. Bon, voilà. Globalement, c'était un podcast musical. Ensuite, toujours pendant la même période, je suppose pendant ta première année d'IUT ou la deuxième, tu as fait un stage de 3 mois vite fait à France Info. Ça, c'était ma deuxième année, ouais. La deuxième 3 année. mois à France Info, ouais. Et alors après, tu as fait un stage de 2 mois chez... Après, j'ai fait un stage de 2 mois. Chez Upian. Exactement, oui. Voilà. Oui, c'était là, parce que chez moi, Troisième, voilà. Troisième point commun avec Chloé. Ouais. C'est quand même assez rigolo, quoi. Et donc là, tu travaillais principalement pour une émission qui s'appelait Arte FAQ, Exactement, ouais. qui était diffusée sur le Snapchat d'Arte, ouais. C'est ça? C'est ça. Enfin, ils ont une émission que sur Snapchat et ils font un sujet de société toutes les semaines, je crois. Et puis l'année d'après, tu as fait un stage, alors un petit stage de 1 mois chez Webmedia, c'est ça? Chez Webmedia. Non. J'ai fait un stage de 1 mois après Upian chez Hugo Décrypte. Et les locaux, c'était chez Webedia, mais j'étais pas avec Webedia. D'accord, parce que Hugo Décrypte, il fait pas partie du network Webmedia. Ils sont juste dans les mêmes locaux. Ils avaient un partenariat, mais je sais même pas où ça en est aujourd'hui. Mais disons que c'était pas eux mon employeur. C'était vraiment la société de Hugo Décrypte, quoi. Et alors là, je sais plus de quel ordre, mais. Voilà. Alors Webmedia, pour ceux qui savent pas, c'est une espèce alors qui font pas mal de choses, mais c'est entre autres une agence de YouTubeurs, donc ils fédèrent des YouTubeurs, et puis ils font agence publicitaire, voilà, ils font plein de trucs, ils négocient des contrats pour les YouTubeurs, les YouTubeurs qui sont, pour ceux que vous connaissez, la plupart, enfin certains en tout cas, des professionnels et qui ont une activité commerciale, dont Hugo Décrypte, qui est quand même déjà une grosse machine. Hein. Ouais, puisque toi, tu participais à la rédaction des actus. Celles qui sont publiées sur Instagram, ouais. Tous les jours, on publie 5 actualités. Du coup, c'était mon travail de stagiaire, on faisait toutes les actus. Et alors, j'ai vu aussi que tu avais participé, enfin, tu avais pris en charge le développement du compte TikTok de Hugo Décrypte. Et alors là, c'est là qu'on va avoir besoin de ton aide. On veut absolument que tu nous dises comment tu as fait. Tu as fait passer le compte TikTok de 3000 abonnés à 100 000 en une semaine. Alors c'est pas vraiment en une semaine quand même. Mais tu t'es vanté alors. Non, alors c'est disons qu'en fait, il y a eu un travail de tester beaucoup de choses pendant 1 mois. Et après, à partir du moment où il y a eu un format qui marchait, on l'a refait plusieurs fois. Et c'est là qu'en gros, en une semaine, ça stagnait. Depuis 1 mois, il n'y avait pas de nouveaux abonnés. Et en une semaine, le compte a explosé après une fois que la machine était lancée, quoi. Mais voilà. D'accord. Sans tricher. Non, sans tricher, ça sert à rien. Faut pas tricher après. On se fait punir. Ça se voit. Ok. Et donc depuis septembre 2020, on l'a dit, tu es donc en contrat d'alternance aux médias sous le tutorat de Chloé. Exactement. Et alors, tu fais plus vraiment du journalisme. Enfin, tu fais quasiment pas de journalisme, on va dire, aux médias. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais? Du coup, aux médias, je fais principalement des missions de graphisme. Je vais m'occuper de faire l'habillage des émissions, des animations pour habiller les différents reportages, etc.
Ça va être aussi faire des modèles pour les vignettes YouTube pour choisir les couleurs, les typos, ce genre de choses, quoi. D'accord. Toute la partie habillage, graphisme et couleurs. Ouais, voilà. Donc Exactement. c'est toi qui as créé la petite animation qui coupe les émissions au bout d'une minute Oui, pour nous, c'est pour ça. nous, Pour dire que Pour nous inviter à pour nous inviter à devenir sociaux. Alors nous, Serge, t'es socio, toi? Il paraît. Il paraît. Ouais, bah moi aussi. Bon, donc du coup, je sais pas, quand on est socio, on devrait pas voir cette coupure, en fait, je pense. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Mais bon, si on pouvait faire une différenciation, ce serait plus simple. Ça serait un petit peu compliqué. Donc là, ton compte s'enregistre comme sociaux dans YouTube et tout ça serait compliqué, non? On va en parler à la développeuse pour voir ce qu'on peut faire. Alors, tu es aux médias jusqu'à quand? Ton contrat d'alternance, il est jusqu'à quand pour l'instant? Jusqu'au 31 août. D'accord, donc c'est bientôt. C'est bientôt, ouais, c'est vrai. Mais il reste tout l'été, quoi. Il reste tout l'été, effectivement. Bon, eh ben, on a fait le tour. Alors, c'est allé un petit peu vite, hein, mais bon, voilà, vous êtes jeunes, tous les deux. Je trouvais quand même sympa de me rendre compte au fur et à mesure que vous aviez pas mal de points communs, un parcours un petit peu similaire finalement, avec même des croisements carrément. Donc voilà. Serge. Il y a une chose que j'avais trouvée sur Chloé qui fera peut-être le lien avec son arrivée aux médias. J'ai vu que alors sur une vidéo d'une convention de la France Insoumise, que c'était toi qui avais présenté le jeu Fiscal Combat qui avait été fait par le Discord Insoumis, c'est bien ça? Donc j'imagine que tu avais participé à la programmation Alors du jeu, de ça. pas Ouais, tant que non? ça en fait. Sur Fiscal Combat, j'ai fait d'autres trucs avec le Discord Insoumis. Mais sur Fiscal Combat, pas tant que ça. C'est surtout que en fait, ils m'ont un peu comme Léo avec son histoire de président machin chose, c'est que j'ai été la seule à être OK pour parler en fait. D'accord, ils t'ont poussé en avant, quoi. Et du coup, est-ce que c'est par ce biais-là, militant, on va dire, que tu t'es retrouvé ensuite aux médias? Alors là encore pas exactement. Il se trouve que j'avais fait pendant la campagne en fait un outil qui servait à simuler la réforme fiscale qui était proposée par la France Insoumise. Et du coup, j'étais en contact avec un autre développeur qui bossait sur la campagne, qui s'est trouvé être le premier développeur aux médias. Et quand ils ont eu besoin d'aide, du coup, j'ai été contactée et ainsi de suite. Du coup, on peut dire que tu es aux médias depuis le début? Ah ouais. J'étais aux médias quand le média n'était pas encore lancé en fait. D'accord. Oui, c'est ça, même avant, oui, avant la création du média. Tu fais partie des vétérans, quoi. Oui, on est plus beaucoup. Des survivants. Ouais, c'est ça. C'est vrai, qui ont survécu à toutes les crises. Et on reparlera, ça serait intéressant de reparler justement de la motivation qui continue à t'animer pour rester aux médias. On peut poser la même question à Léo. Léo, comment tu es arrivé aux médias, toi? Parce que est-ce que tu connaissais avant? Est-ce que quelqu'un t'a dit tiens, là il cherche quelqu'un? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? C'était un peu, enfin c'était l'été dernier. Oui, en gros avec Nicolas Maillard et Elsa Gamba, on avait quand j'étais du coup encore en école de journalisme, on avait publié une enquête sur les blessures invisibles des manifestations, donc tout ce qui est trauma psychologique, etc., qui avait été publié sur le site du média. Du coup, j'étais venu pour faire un face-cam dans les locaux, et c'est là que j'avais rencontré Théophile, etc. Et du coup, suite à ce facecam, j'ai gardé les contacts de Théophile. Et en fait, quand j'ai été accepté à Gobelin, du coup, je me suis mis à chercher une alternance. Et en cherchant l'alternance, à un moment, j'ai envoyé un petit message à Théophile sur Twitter. Et je lui ai dit, est-ce que par hasard, vous chercheriez pas un designer web? Et il m'a dit si, carrément. Et du coup, après, voilà, de fil en aiguille, très rapidement pendant l'été, je suis retrouvé aux médias en septembre. Alors, pour être totalement complet sur toi, tu as un site web qui s'appelle leotix.fr. Qui est en chantier actuellement. Là. Qui est en chantier. Mais bon, voilà, il y a quand même pas mal de choses que tu as pu faire aux médias ou même avant. Donc, c'est sympa. On retrouve notamment tous les petits articles, notamment l'article dont tu parles. Oui. Je reviens sur Chloé. Ouais. Sur ton Twitter, je lis que tu te présentes comme hominidé anarchisant, développeuse et emmerdeuse radicale au sein du média. Alors, hominidé anarchisant, je vois à peu près ce que ça peut vouloir dire. Emmerdeuse radicale au sein du média, qu'est-ce que tu entends par là? Que, à certains égards, comment dire ça? Je ne m'attendais pas à cette question.
À C'est pas un piège. Hein, j'ai tendance à être un peu... je sais pas comment dire ça, en fait. C'est dans le sens où j'ai du mal à laisser couler quand il y a des choses que je considère importantes qui sont un peu mises de côté ou ce genre de choses, et que j'ai tendance à le faire savoir et à pas lâcher le morceau. C'est plus dans ce sens-là. Bon, aux médias, ça va encore, c'est pas le pire endroit pour être comme ça, mais Théophile serait là, il pourrait vous en parler, mais de façon générale, j'ai tendance à être parfois un peu chiante sur certaines questions. Alors, sur des questions techniques ou politiques ou d'organisation? En fait, c'est pas forcément politique, enfin, c'est politique du coup, si, forcément, mais plus éthique, et c'est d'autant plus vrai quand on touche du coup à la technique, aux données personnelles ou à ce genre de choses en ce qui concerne mon poste, mais même en dehors de ça, sur certains sujets traités, quand il y a des angles qui me semblent moins pertinents ou des trucs comme ça, j'ai tendance à pas trop le cacher non plus. Enfin, ouais. Bah, c'est hyper important d'avoir d'avoir des consciences, peut-être, on va dire, dans un collectif, des garde-fous. Je sais pas si j'irai jusqu'à dire que je suis la conscience du média, mais... Tu testes en permanence la coopération, hein, parce qu'on est une société coopérative, c'est ça. Alors, tu parles des data, ça me permet de revenir sur un autre sujet, alors un peu sur le côté, parce que tu avais participé quand même à un article, alors je sais pas si un article, un atelier, quelque chose comme ça, avec Lucas Gautron, donc ça a fait un article en 2 parties sur le site du média, dont évidemment je vous mets le lien dans le chat. Donc c'était une espèce de comment dire, pas de récupération, parce que voilà, de collecte d'informations concernant le virus. C'était au début de la crise sanitaire. Le mieux, c'est que peut-être que tu nous détailles un petit peu le travail que tu as fait là-dessus et en quoi il consistait exactement. Ok, alors le plus gros du travail, on va rendre à César ce qui est à César, a été fait par Lucas Gautron, du coup. Et moi, ma participation là-dessus, c'est sur tout ce qui est mise en forme des données, en fait, parce que c'est pas tout d'avoir beaucoup de données et des données pertinentes. C'est pas le tout non plus les analyser, mais il faut aussi savoir les rendre à peu près accessibles, les vulgariser un minimum et que ce soit compréhensible et que ce soit utilisable. Et c'est quand même aussi mon métier de travailler sur les données et de les rendre accessibles en termes multimédia. Donc la plus grosse partie de mon travail là-dessus, ça a été sur les simulateurs. Il y en a un sur le premier article, c'était un simulateur des stratégies contre l'épidémie, en fait. Ce que ça donnait si on confinait, ce que ça donnait si on jouait sur l'immunité collective ou ce genre de choses. Donc il y a un simulateur qui reprend en fait, alors pour la petite histoire, ça reprend une simulation de ce qui se passe avec des gaz dans un champ libre. Mais bon, donc l'idée c'était ça, c'est comment on met en lumière les données qu'on avait en épidémiologie à ce moment-là. Donc ça, c'était sur le premier. Sur la suite, c'était des données de l'INSEE, en fait, sur la mortalité, parce qu'il y avait tout à ce moment-là, il y avait un fond qui disait qu'en gros, c'était une grippe, que ça ne tuait pas plus que la grippe, et qu'on en faisait toute une histoire, et que voilà. Et donc, on avait mis en parallèle les données qu'avait l'INSEE en termes de mortalité par rapport à une année normale. Ou alors même avec une année avec une grippe, et pour montrer que si ça tuait et que c'était important, que c'était pas rien, que voilà. Et donc ouais, mon boulot c'était surtout déjà ça permettait à Lucas de tester aussi son argumentaire et tout ça, mais de mettre en valeur en fait les données et de les rendre un peu interactives. Il y a notamment sur le premier article, il y a moyen de simuler avec ses propres critères ce que ça donnerait de simuler justement si vous aviez votre stratégie sanitaire, qu'est-ce que ça donnerait concrètement? Enfin voilà, c'était ça mon boulot sur ces articles-là. Alors, mais l'air de rien, c'est important parce qu'on est dans un monde, on le sait, hein, où on est entouré de données. Les données, il y en a partout, surtout. Mais c'est pas parce qu'il y en a surtout partout qu'elles donnent des informations. Pour que des données donnent des informations, il faut justement savoir les mettre en forme. Et sinon, ça sert à rien. Donc, c'était quand même un travail important. On a vu beaucoup de gens, à partir de chiffres parfois mal compris, raconter absolument n'importe quoi sur la pandémie. Et vous, pour le coup, il me semble que vous avez été parmi les premiers dans le paysage médiatique à tordre le cou un petit peu à cette idée qui circulait de stratégie de l'immunité collective, et puis aussi à montrer que les chiffres donnés par le gouvernement, contrairement d'ailleurs à ce que disent les conspis encore aujourd'hui, étaient
pas forcément juste, mais dans le sens où ils avaient plutôt tendance à minimiser l'impact de l'épidémie et non pas du tout à l'exagérer. Ouais, alors pour l'histoire, en fait, il y avait des épidémiologistes à l'époque déjà qui pointaient justement que l'immunité collective, ça allait pas le faire, quoi. Ça allait pas fonctionner. On en avait reçu d'ailleurs aux médias à ce moment-là. Et clairement, tout pointait en fait dans les chiffres qu'on voyait passer, nous, sur le fait que jusque-là, les chiffres avancés en termes de décès, notamment, étaient vraiment sous-évalués et que, en fait, justement, avec la mortalité générale, en fait, sans compter en fait forcément que les cas de Covid, on se rendait bien compte que entre les chiffres annoncés comme mortalité liée au Covid et la mortalité sur une année normale, on va dire, il y avait quand même un gap en fait qui était là. Je me rappelle que Lucas avait même été jusqu'à appeler des pompes funèbres, des trucs comme ça, pour avoir des retours en fait sur effectivement la différence entre une année normale et ce qui se passait en ce moment, enfin à ce moment-là du coup. Et que justement, il y avait vraiment un truc où on voyait qu'entre les chiffres qui étaient annoncés comme mort du Covid et la mortalité réelle, il y avait un gap, du coup, qu'on avait tendance à imaginer lié au Covid, parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison pour qu'il y ait une surmortalité comme ça. Et qu'à l'époque, il faut voir aussi qu'il y avait peu de tests, en fait, sur les gens qui mouraient. Donc, il y avait ça, il y avait l'histoire des EHPAD aussi, où les cas de Covid en EHPAD, en fait, étaient très peu chiffrés. Enfin, voilà. Et donc ouais, à la base c'était aussi une question de curiosité de savoir si effectivement de tester, on savait pas si effectivement c'était sous-coté ou l'inverse avant de tester vraiment les chiffres. Et du coup ouais, en fait clairement ça tuait énormément et plus que ce qui était annoncé à ce moment-là. Bah voilà, c'était vraiment intéressant comme article. Alors, ils sont toujours disponibles, évidemment, même si la situation a évolué depuis. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir comment ça fonctionne déjà sur le principe, comment on peut organiser des datas. Il y avait un troisième article aussi sur la différence de traitement entre la France et les autres pays. À savoir qu'au tout début de l'épidémie, c'était d'autant plus visible que la France avait vraiment un énorme retard. Si on comparait vraiment avec les autres pays, et il y avait une erreur qui était beaucoup commise dans les médias à ce moment-là, qui était de comparer à l'instant T les pays. Sauf qu'en fait, l'épidémie n'a pas débuté partout au même moment. Du coup, c'était très faussé. Il comparait des pays qui étaient déjà dans la pandémie depuis un petit bout de temps avec nous qui commencions tout juste et avait l'air de dire bah regardez, nous on se débrouille bien, alors qu'en fait si on ramenait ça dans le temps avec le début de l'épidémie pour tous ces pays, on était à chaque fois mais dans les derniers quoi, c'est assez hallucinant. Et c'est aussi un article, du coup il y a une vidéo et 2 articles, si je dis pas de bêtises, 3 articles. Ouais, en avril. Un en mars et 2 en avril, si je me souviens bien. Ouais. Donc c'était vraiment au tout début de la pandémie. On était en confinement en fait. Ouais, c'était assez rigolo parce que du coup on travaillait à distance. Enfin, c'était rigolo, façon de parler. C'était les débuts du travail à distance et on était tous en train de se chercher, enfin tous ceux qui ont pu travailler à distance en tout cas. C'est clair. Voilà, on va attaquer la deuxième partie. Serge, je te laisse la parole. Ok, bah écoute, je vais enchaîner. Alors, je suis désolé avec une question qui fâche, parce qu'il faut mettre les pieds dans le plat à un moment. Moi, je voudrais demander à Chloé, vraiment, c'est la question qui taraude tous les sociaux. Quand va-t-on pouvoir à nouveau poster des images sur le forum? Alors là, oui, effectivement. Je sais pas, j'ai pas de réponse à donner, malheureusement. Alors, oui, parce qu'il y a un gros bug. Il faut expliquer quand même. Le truc, en fait, la grosse difficulté actuellement aux médias en termes de développement, c'est que je suis toute seule, ce qui n'était pas le cas avant. Que le forum, malheureusement, poster des images sur le forum, plus exactement, pas le forum tout court. Poster des images sur le forum, c'est pas vraiment en haut de mes priorités à l'heure actuelle. Et que du coup, j'ai beaucoup de mal à donner une date parce qu'il y a d'autres choses qui sont plus urgentes. Et qu'en plus, alors le vrai truc, c'est qu'en plus, j'ai aucune idée d'où vient ce bug en plus. Parce que j'ai déjà regardé. Thibaut m'avait averti justement qu'il y avait ce problème-là et je vais regarder une demi-journée sans vraiment comprendre. Et à mon avis, en fait, la vraie chose à faire, c'est qu'il faudrait que je recode un truc pour le faire du début et c'est un peu de travail. Et que du coup, c'est effectivement pas dans mes priorités, d'autant qu'en vérité, si vous les hébergez ailleurs, vous pouvez toujours les mettre sur le forum. Donc c'est certes gênant, c'est pas pratique, voilà, mais il y a une parade, donc j'avoue que c'est pas vraiment ma priorité à l'heure actuelle. Désolée. Et donc ça nous amène tout de même à ton rôle aux médias. On a parlé des articles auxquels tu as contribué avec Lucas tout à l'heure, mais ton rôle quand même central aux médias, c'est le développement. Et du coup, c'est toi qui as mis en place le forum, le site du média.
Et c'est toi qui actuellement, maintenant seul malheureusement si j'ai bien compris, te coltine la mise en place des outils qui doivent servir à la vie démocratique de la SKIC, Oui. dans laquelle tu es par ailleurs une des plus engagées du média. Je pense qu'on y reviendra aussi par la suite, puisque tu es quand même membre du conseil de surveillance Tout à fait. du transitoire du média, que tu étais déjà aussi auparavant membre du bureau, je crois, de l'association du média. Donc voilà, tu es impliqué depuis maintenant pas mal de temps dans cette organisation coopérative du média qui s'est cherchée pendant longtemps, qui maintenant se concrétise. Enfin. Donc voilà. Oui, Antoine. Et pour la petite histoire, tu es Chloé, vice-présidente du CS. Donc toi aussi, tu aimes bien le titre de vice-présidente? Non, pas du tout. Pas du tout. L'histoire, c'est qu'il fallait quelqu'un. Enfin, on s'était dit que, histoire d'avoir quelque chose à peu près équilibré, on voulait que y ait dans le couple président-vice-président un socio et un salarié. Et donc, je suis le salarié. Voilà, salarié du coup. Alors, du coup, oui, tu te retrouves à occuper toute seule ce poste, mais il y a déjà eu beaucoup de boulot à faire et j'imagine qu'il y en a encore. Comment tu t'en sors, en fait, dans tout ça? Bonne question. Notons qu'en plus, effectivement, avec la coopérative, en fait, il y a du taf même en dehors de ça. Même si mon mandat au conseil de surveillance n'est pas salarié en tant que tel, le fait est que ça prend aussi énormément de temps parce que, du temps que pas sur mon temps de salarié, mais en vérité du temps que j'aurais pu mettre pour avancer aussi sur le développement tout court. Donc ça prend du temps. Et comment je m'en sors? Bonne question. Je sais pas. Je m'en sors en essayant de rester clair sur ce qui est le plus urgent et ce qui l'est pas, et sur ce qui est prioritaire et ce qui l'est pas. C'est pas forcément évident parce qu'aux médias, il y a quand même, en termes de développement, en tout cas, il y a quand même deux pans. Il y a le pan éditorial, qui est pas négligé non plus. Bon, ça va. A priori, le site est à peu près stable là-dessus. Mais quand vous parliez, par exemple, du fait qu'il y avait de la publicité sur les vidéos, c'est aussi une question qui se pose. Et ça, c'est une question éditoriale, pour le coup. Enfin, même si elle est liée à la communauté, vu que l'histoire, ce serait que les abonnés et les sociaux n'aient pas de pub. Mais pour ça, il faudrait qu'on ait un lecteur dédié sur le site et non pas YouTube. Enfin voilà, c'est des questions comme ça. Là, à l'heure actuelle, le gros pan, et qui va pas être une mince affaire, c'est effectivement tous les outils pour tout ce qui est de la vie communautaire, entre guillemets, de la coopérative. C'est-à-dire les assemblées générales, mais ça, ce qui est déjà un gros morceau en termes de développement. Mais ça, à la limite, c'est des trucs qui sont assez rares dans la vie du média. Enfin, assez rares, c'est relatif. Il y en a au minimum une par an, sans doute peut-être plus, si on en fait des exceptionnels. Mais voilà. Et ensuite, il y a toute la vie des différents collèges, le fait qu'ils puissent participer, les rendre plus plus simple, en tout cas, la participation des correspondants citoyens, enfin, plein de questions. Et alors, comment je le gère? Je le gère avec beaucoup de frustration parce qu'en fait, et on me donne énormément d'idées, de choses à améliorer, de choses qui seraient vraiment chouettes à faire, de choses que personne n'a jamais fait avant. Et le problème, c'est que je suis toute seule et que j'ai que 24 heures dans une journée, du coup, c'est frustrant. Ce qu'il faut expliquer quand même, pour les gens qui ne sont pas dans l'informatique et qui ne se rendent pas compte, c'est que le site du média, à l'air de rien, c'est pas un petit site, c'est quand même un site important. Il y a une partie commerciale derrière, puisqu'il y a de la gestion de dons d'argent, enfin de flux monétaires, on va dire, et que normalement, un site comme ça, alors bon, on va dire, c'est au moins 2 à 3 personnes quasiment à temps plein qui... Ouais. C'est pas un écho, mais c'est un chien. Voilà, donc c'est un site comme ça, c'est normalement une équipe qui maintient un site comme ça. Et toi, non seulement tu es toute seule pour faire ça, mais tu as le forum, mais tu as l'AG, mais tu as tout le reste autour, quoi. Ouais. Alors, en vérité, c'est du monde quand on le met en place. Là, le site, en termes éditorial, il est stable et j'ai pas beaucoup de travail là-dessus. J'ai plus de travail, effectivement, sur toute la gestion du sociétariat, enfin, des abonnements, du paiement des parts sociales et des droits qui sont liés aux sociaux et des choses qu'on doit ajouter sur le forum. Là, par contre, c'est vraiment du travail. D'autant qu'en plus, on essaye vraiment de faire quelque chose qui n'existe pas, en fait. C'est surtout ça, le travail. On est en lien avec d'autres coopératives qui sont pas forcément toutes de notre taille, mais d'autres qui sont plus grosses que nous, genre Enercoop. Je sais pas si ça vous parle, mais en gros, c'est une coopérative qui vend de l'électricité. Et le truc, c'est que des outils vraiment adaptés, en fait, à la vie coopérative pour des sociétés qui
qui ont plus on va dire, plus d'une trentaine de coopérateurs, ce qui est largement notre cas. Il y en a pas beaucoup, en fait, et la majorité est payante. Et les autres ne sont pas vraiment adaptés à ce que nous, on essaye de faire, étant donné qu'on essaye quand même de faire participer nos bénéficiaires, donc les sociaux, et de faire coopérer ça avec un média, donc avec toutes les problématiques qui entourent la vie d'un journaliste. Voilà. Donc ça soulève énormément de questions. Il y a beaucoup de questions sur comment on fait participer les sociaux à cette aventure aussi, ce qui n'est pas évident. Comment on fait en sorte que quand on essaye de faire de la coopération, que nous on arrive à le gérer, parce qu'on est une petite équipe par rapport au nombre de sociaux. Enfin voilà, il y a plein de questions comme ça. Et voilà. Mais c'est une chouette aventure aussi. J'aimerais bien être un peu moins seule parfois, mais c'est intéressant à faire en tout cas. Et donc, ce que tu dis, c'est que est-ce que le média est obligé de créer des outils parce qu'ils n'existent pas, ou est-ce que le média crée des outils parce que ceux qui sont à l'extérieur, comme tu le dis, sont payants et que ça serait trop cher, par exemple, de les utiliser? Alors, il y a un peu des deux, en fait. Il y a des outils qui existent qui sont payants, mais en fait, on avait déjà précédemment, en fait, dans la vie de l'association, notamment, et tout ce qui était abonnement, on était déjà passé par des outils tiers, et ça nous a vraiment pas réussi, en vérité. Ça a été beaucoup de travail pour rien, beaucoup voilà, on a fini, du coup, avec le nouveau site, c'est plus le cas maintenant. Mais, il y avait une catastrophe avec le tout premier site. Ah oui, mais alors ça, c'est encore autre chose. Là, on va monter dans l'historique du média, et ça, c'est encore une autre histoire. Mais d'autant qu'à cette époque-là, j'étais pas la seule dev. Et enfin, j'ai pas travaillé sur ce site-là. En plus, je me défausse totalement de cette histoire. J'ai pas travaillé. C'était une agence externe qui avait bossé sur ce site-là, donc j'y suis pour rien. Mais je sais plus ce que c'était la question du coup. Parce qu'il montre qu'un prestataire externe peut ne pas donner satisfaction, quoi. Ouais. Et alors l'autre truc, c'est qu'en fait, quand on passe par des outils qu'on n'a pas développés nous-mêmes, ou en tout cas qui sont pas libres, enfin, dont le code en fait est pas accessible, c'est que quand on veut les adapter, en fait, on peut pas, ou très difficilement, et que en fait, ça gâche beaucoup d'énergie, ça fait beaucoup de frustration. Donc voilà. Et la plupart en plus ont vraiment pas la même optique que nous. Enfin, c'est pas le même objectif en fait. Nous, on cherche vraiment à faire quelque chose. Enfin, on aimerait, même si on sait pas vraiment encore comment le faire et quelles frontières ça peut avoir et comment ça se passe. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose de très coopératif et pas juste d'avoir une société qui est un peu plus ouverte. On aimerait bien. Parce que tu parlais, est-ce que c'est lié tout ça à la spécificité du média, qui est un média parce que tu parlais d'Enercop tout à l'heure. Enercop, ils utilisent des outils externes, notamment pour la gestion des assemblées générales. Alors, c'est intéressant. On va peut-être te poser la question juste après, te demander un petit peu des explications sur ton appel dans le forum. Ouais. Enercop, voilà. Et donc, pour tout ce qui est assemblée générale, ils utilisent depuis longtemps, hein, je pense, des outils externes. Ils ont l'air de s'en satisfaire. Et puis à côté de ça, ils ont développé ce qu'ils appellent le village Enercop, que tu connais peut-être, je sais pas. Hein, je suis chez Enercop. Voilà. Même si, à mon avis, parce que j'y suis aussi, il n'est pas super ergonomique et super pratique, il a le mérite d'exister et d'être, j'ai l'impression, un petit peu plus. Alors bon, ils ont aussi l'expérience des années, quoi. Hein, même si le village n'est pas très vieux. Aussi, hein. Et c'est ça, ils ont plus de moyens, qui est vraiment l'outil de participation et de coopération avec leurs usagers, je veux dire. Et ça, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait eux-mêmes, vu à quoi ça ressemble. Enfin, ou alors faudrait que je leur demande, parce que du coup, en fait, on est dans le même cercle. Il y a un groupement des coopératives qui s'appelle les Licornes. Les Licornes, ouais. Et donc, avec lesquels on a des contacts. Et il faudrait que je leur demande. J'ai jamais demandé pour le village, effectivement. Je sais que pour leurs assemblées générales, ils utilisent autre chose. Alors, dans notre cas, pour le cas spécifique des assemblées générales, l'autre raison pour laquelle on veut le développer chez nous, c'est que ça servirait pas que pour les assemblées générales, dans notre cas. Notamment, en fait, il y a tout une volonté pour nos contenus éditoriaux, ce coup-ci, de potentiellement avoir des formats vraiment coopératifs en direct. Et donc, à partir de ce moment-là, il nous faudrait un outil aussi pour ça. Et donc, une fois qu'on a développé ça, en fait, c'est pas si loin de ce dont on a besoin pour une assemblée générale. Du coup, autant le développer. Il y a aussi ce côté-là, plutôt que de payer un autre... Salut Irving. Salut Irving. Hello. À chaque fois, on a des invités surprises, c'est sympa. Oui, donc alors, pour le coup,
tu as dû te résoudre, je pense, Oui, pas c'est ça. de gaieté de cœur, à lancer dans le forum des sociaux un appel que tu peux relayer ici. Je ne sais pas si ça J'ai aura pas le lien sous beaucoup la plus. main, par contre. Mais oui, en Alors, gros, l'idée, oui, je peux le dire à oui, l'oral. voilà. Donc l'idée en fait c'est que à moi toute seule en fait si je dois enfin je vais mais si on doit compter sur le fait que je développe cet outil ça veut dire repousser de pas mal l'assemblée générale et c'est pas notre volonté, c'est pas celle du conseil de surveillance qui doit gérer la première AG. C'est pas notre volonté parce qu'il y a deux choses. Déjà la première AG en fait doit élire dûment les membres du conseil de surveillance qui lui-même va élire celui du directoire. Et donc, on aimerait que ça se soit fait parce que pour l'instant, en fait, on a été nommé par le précédent bureau, mais c'est pas une élection. Et donc, on aimerait que ce soit plus légitime, on va dire. Donc, il y a ça. Et de toute façon, même en termes de l'existence du média et de la promesse qui a été faite sur la coopérative, ça nous semble une bonne chose de ne pas retarder encore énormément l'Assemblée générale. Et donc, pour ça, on a quand même besoin d'outils. Et donc l'idée, c'est qu'on aurait besoin, enfin on demandait sur le forum si l'ensemble des sociétaires qui potentiellement auraient déjà des expériences coopératives connaissaient des outils pour faire ça. Par outil, on entend bien en fait un service clé en main, même, enfin très probablement payant du coup, qui permettrait de faire ça sans pas, enfin il n'est pas question de faire appel à d'autres développeurs ou des prestataires ou des choses comme ça, en tout cas pas maintenant. Pas tout de suite. C'est vraiment un outil clé en main pour pouvoir gérer l'Assemblée générale. Donc voilà. La première. Comme je le disais, en fait, l'idée, c'est qu'on a besoin de, quoi qu'il en soit, d'avoir des outils pour pouvoir gérer des formats éditoriaux coopératifs. Donc, de toute façon, en fait, on a besoin de pouvoir dépasser le simple cadre de l'Assemblée générale et les outils qui existent ne nous permettront pas de le faire. Voilà. Alors, j'ai une autre question qui me vient là. Est-ce que le degré d'exigence notamment des outils a augmenté avec le passage en SIC? Ça veut dire que maintenant, avec la SIC, c'est quand même au départ une société commerciale, une société anonyme, qui, j'imagine, nécessite un formalisme et une rigueur aussi bien de gestion que de process. C'est pas un joli mot, mais c'est comme ça, qu'une association que nous étions avant. Par exemple, on se souvient qu'il y a eu quelques votes qui étaient peut-être plus des sondages dans le forum directement. J'imagine que ce genre de choses, pour tout ce qui est un petit peu formel, ne serait plus possible aujourd'hui. Alors, tout dépend, en fait. On pourrait continuer à avoir des votes assez formels. Enfin, là, on parle vraiment que de l'aspect communautaire, en fait. Parce que sinon, pour le reste, en fait, notamment nos outils techniques n'étaient pas liés à l'association, mais à la société de production, qui, elle, était déjà une société commerciale. Pour ce qui concerne donc l'association et les votes qu'on a pu faire passer aux sociaux durant la période où on était une association, on pourrait tout à fait continuer, notamment au sein des collèges, à faire passer ce genre de vote assez informel, on va dire, pour sonder l'ambiance d'une certaine façon. Ça pourrait toujours se faire. Maintenant, pour tout ce qui concerne les changements des statuts, notamment, ça, par exemple, oui, à l'évidence, il n'y a plus qu'une instance qui peut les faire, c'est une assemblée générale exceptionnelle, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui se font forcément de façon très codifiée, avec un ordre du jour, une fiche de présence, des votes formels. Enfin, c'est pas un truc des choses, effectivement. Mais ce qui n'empêche pas, effectivement, que dans la vie démocratique quotidienne du média, on peut avoir des choses beaucoup plus légères, enfin, avec quelque chose de beaucoup plus simple, avec beaucoup moins de procédures, quoi. Alors, j'ai encore une question, et après, Serge, je te laisserai reprendre. Est-ce que ton apprenti t'aide beaucoup ou pas? Alors, mon apprenti... parce que il bosse à côté, il continue son boulot, l'air de rien, le pauvre. Non, je travaille pas. Ah, ça va. Parce qu'on t'oublie pas, hein, mais bon, c'est vrai que là, pour le coup, sur la partie organisation du média, c'est ma partie. C'est un petit peu moins, ouais, voilà. Donc non, Léo, tu n'aides pas Chloé. Ça a été le cas là, pour penser le module de l'AG, etc. Mais après, il y a des besoins en graphisme, vraiment sur les émissions, etc. Et je me concentre là-dessus. Et Chloé, elle a tous ses modules déjà faits. Et du coup, graphiquement, enfin, elle a les grandes lignes. Et du coup, elle fait tout, le reste du site. C'était juste un petit clin d'œil. Évidemment, ce sont deux métiers complètement différents. Alors oui et non.
en fait. Et c'est rigolo parce que le fait qu'on vienne tous les deux des Gobelins, du coup, on a tous les deux une formation qui est un peu à cheval. Enfin, c'est la spécificité du coup de cette école-là, vu qu'à la base, c'est quand même une école de l'image. Ouais. Et du coup, on a tous les deux une formation où on connaît très bien, à mon avis, les contraintes de l'autre. Et voilà. Le fait est que, en fait, la raison pour laquelle Léo ne m'aide pas, c'est pas parce que je serais très contente qu'il m'aide parce qu'il est très bon. Mais la vraie raison, c'est qu'il a beaucoup de taf à côté et que moi, j'ai pas énormément de besoins en graphisme. Serge, Justement, si on enchaîne un petit peu avec toi, donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus précisément des contraintes que tu as dans ce que tu fais pour le média, la façon dont tu travailles peut-être avec les monteurs, avec les journalistes, comment ça se passe pour mettre en place une vignette, des animations, etc. Comment tu fonctionnes? Ouais, ça dépend vraiment du type de contenu qu'on va me demander de faire, mais souvent, ça commence par une demande d'un ou d'une journaliste qui arrive avec une nouvelle émission. Donc là, il y a toute une identité graphique à penser pour l'émission. Donc à partir de là, ça va être des discussions avec le ou la journaliste pour savoir quel va être le ton de l'émission, de quoi ça parle déjà, quel format ça va prendre, du coup quel besoin graphique va y avoir, est-ce qu'il va falloir des modules est-ce que c'est par exemple s'il va y avoir beaucoup de citations, de tweets ou je sais pas, de citations de choses qui ont été dites dans la presse, etc. Moi, je vais devoir faire le graphisme d'un modèle prédéfini d'affichage des citations dans la vidéo, par exemple. Et du coup, en fait, il faut juger les priorités de quels sont les éléments qui vont être les plus récurrents dans l'émission et quel ton on veut que ça arbore. Du coup, ça est en rapport avec le ton que la journaliste a dans l'émission. Et du coup, on essaie de le faire transparaître dans le graphisme. Donc, c'est beaucoup des discussions avec les journalistes. Et après, dans un second temps, il y a des échanges avec les monteurs pour voir comment on va utiliser telle ou telle sorte de module, de modèle prédéfini, et voir quelle méthode va être la plus pratique pour eux, et à quel moment ça arrive dans les émissions. Par exemple, il y a des génériques ou des virgules parfois on discute pour savoir à quel moment c'est le plus opportun de le mettre, ou alors par exemple pour le module, la petite pop-up qui invite à faire des dons ou à devenir sociaux, là, qui est là depuis récemment. On a pas mal discuté sur à quel moment elle devait intervenir dans la vidéo, est-ce que c'est juste après l'accroche ou est-ce qu'on laisse un petit peu parler l'invité, et du coup il faut que ça retienne un petit peu, du coup il y a plein de discussions comme ça qui sont du coup de ce côté-là plutôt avec les monteurs mais aussi les journalistes. Mais voilà, il y a un peu deux phases en général. D'abord un échange avec la journaliste, et après les monteurs, parce que c'est dans ce sens-là que ça se fait, quoi. Mais grosso modo, c'est ça la façon de travailler. Est-ce qu'il y a une manière spécifique de travailler au média par rapport à ce que tu as pu connaître avant? Moi, qui rigole. J'étais plus. Il y a une manière spécifique, c'est-à-dire que tout le monde vient un peu me voir pour me dire tiens, il faudrait tel ou tel truc pour telle ou telle émission, etc. Et puis, alors que normalement, il devrait me demander à chaque fois. C'est vrai que c'est très mais du coup, après, il faut prioriser les choses qui sont les plus urgentes. Et donc voilà, soit je laisse les journalistes se battre entre eux, soit je fais des choix. Mais voilà. Est-ce qu'ils se battent souvent, les journalistes? Sur ça va, les gens sont assez compréhensifs. Des questions pour Chloé qu'on a eues en préparant cette émission, puisqu'on annonce un petit peu l'émission sur les réseaux, sur le forum, sur le Discord aussi, où certains sociaux travaillent. On sait que le média est devenu une société coopérative, parce que ça a été annoncé, reannoncé, ça c'est bien clair. Par contre, où en est la construction de la SIG au niveau administratif? Est-ce que tu peux nous donner des infos là-dessus? Oui. On a fait la demande au greffe, on n'a pas encore notre cabis. Et voilà. Concrètement, ça ne change rien au fait que le média, une fois que le greffe aura fixé le truc, on aura notre cabis, le média est bien une société coopérative depuis le 1er mai. Parce qu'en vérité, c'est la date de déclaration, le dépôt des statuts en soi qui fait l'eau. Ok. Et c'est un délai assez long, c'est un délai qui est normal au niveau administratif Alors, le truc, c'est qu'on a déjà eu un retour et il y a une petite bafouille à changer, il leur manque un papier, enfin voilà. Mais donc, ça va arriver dessous. D'accord. Des formalités. Alors, au niveau de la rédaction du règlement intérieur, il y a eu pas mal de débats sur le forum là-dessus. Il y a plein de gens qui s'y intéressent en sachant pas. Ça énerve le chien. C'est une coïncidence, le chien qui aboie chez moi au moment où on parle du règlement intérieur. C'est une pure coïncidence.
Voilà, ne parlez pas du règlement intérieur. C'est chez Serge donc. Oui, le règlement intérieur, où est-ce que ça en est? Est-ce que ça avance? Est-ce qu'il va être prêt bientôt? Parce que, pour rappeler à tout le monde, hein, le premier règlement intérieur, en tout cas celui sur lequel le conseil de surveillance a été chargé de travailler, par l'ex-bureau, on va dire, ou par l'ex-assemblée générale de l'ex-association, est censé se concentrer, c'est pas la moindre des choses, sur l'organisation de la première assemblée générale, ou plutôt sur l'organisation du vote pour élire les futurs membres. Ouais, alors pas que, parce qu'en vérité, les statuts en tant que tels font pas mal de renvois au règlement intérieur qui ne sont pas forcément liés qu'aux élections. Mais oui, effectivement, il y a quelques grosses questions en fait qui se posent par rapport à ce règlement intérieur. Pour les salariés notamment, c'est qui fait partie des salariés, ce qui n'est pas une mince question en vérité quand on a des intermittents, des pigistes, des gens qui sont en dehors de ces systèmes-là, et voilà, des prestataires, enfin voilà. Donc il y a cette question-là, par exemple, qui se pose, qui n'est pas liée aux élections, même si, en fait, ça joue parce que c'est eux qui vont pouvoir voter dans ce collège-là. Donc voilà. Il y a des questions comme ça, il y a les questions effectivement du vote, notamment le tirage au sort pour ce qui est des sociaux et des volontaires, qui n'est pas une mince affaire non plus. Il y a la question aussi de comment on élit, on nomme entre guillemets le directoire, enfin, il y a ces questions-là en fait qui se posent. Et là où c'en est, enfin, il y a d'autres questions. Il y a aussi les partenaires qui n'est pas une mince affaire parce que c'est des gens qui rentrent plus ou moins par cooptation en fait, donc c'est un peu particulier aussi. Donc il y a pas mal de choses à cadrer et c'est pas évident parce qu'il faut que ça rentre dans la charte du média en fait. Et là où ça en est, la plus grosse partie qui reste à l'heure actuelle, à vue de nez, j'ai accès surtout celle des salariés. Il y a une réunion qui est prévue ce mois-ci. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est le 28, mais je suis pas très douée avec les dates. Mais voilà, une réunion qui est prévue. On a reçu un mail à ce sujet là aujourd'hui, je crois. Comment? Ouais, voilà. Il y a le conseil de surveillance, dont je fais partie, donc voilà, qui a envoyé un mail aujourd'hui pour justement faire un petit point. Il y a une réunion donc, qui doit se tenir avec les salariés parce que, de fait, c'est un peu compliqué de gérer toutes les questions qui concernent les salariés sans en parler aux salariés. Donc voilà, il y a ce gros bout-là. Et sur la partie, il y a aussi tout ce qui est charte des volontaires qui doit être aussi bouclé. Donc voilà. Mais ça avance, quoi qu'il en soit. Ça avance pas si mal, en fait, dernièrement. Et il y a un truc à voir aussi, c'est que quoi qu'il en soit, le règlement intérieur, contrairement au statut, est beaucoup plus facilement amendable que les statuts. C'est tout l'avantage, en fait. Quand les statuts font des retours au règlement intérieur, c'est justement pour avoir cette flexibilité-là sur la durée, en fait, de ne pas avoir à convoquer une assemblée générale extraordinaire à chaque fois qu'on veut changer des choses parce qu'on se rend compte que c'est pas très adapté. Pour en revenir aux questions juste avant des travaux du conseil de surveillance, ce sont des travaux qui ont été entamés il y a déjà pas mal de temps, hein, par anticipation, on va dire, puisqu'il y a eu des débats pas mal sur le forum, il y a eu d'autres groupes de sociaux qui ont pu travailler de leur côté, faire des propositions. De salariés aussi, hein. Et de salariés aussi. Et nous, on est surtout au courant pour les sociaux, pour le coup. Du coup, comment ça s'organise tout ça? Parce que est-ce qu'il y a eu des débats, des rencontres avec ces petits groupes qui venaient proposer leur aide? Alors pour les comment sociaux, ça s'est passé? Je saurais pas dire parce que pour le coup, déjà parce que j'ai pas énormément de temps et puis parce qu'en fait je représente les salariés au sein du conseil de surveillance. C'est pas vraiment moi qui m'en suis occupée. Donc moi j'ai juste les retours post quand on se retrouve entre membres du conseil de surveillance et qu'on en parle. J'ai suivi, mais pas énormément non plus, les débats qu'il y avait eu sur le forum. Je suis pas sur le Discord. Donc voilà, je suis pas forcément la personne la plus à même de répondre à ces questions-là, parce que en vérité, le conseil de surveillance, lui, traite les retours ensuite pas de chaque collège, parce que c'est pas exactement aussi scindé que ça, mais en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai déjà du mal à m'occuper de mon collège, en vrai. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a pris du retard. Donc, sur les collèges des sociaux, je sais qu'on a eu des propositions qu'on a étudiées, sur lesquelles on a récupéré des choses, des idées qui étaient bonnes. Après, c'est un peu compliqué parce que forcément, entre les propositions que nous on apporte, les propositions qui sont faites de l'extérieur, il faut faire des synthèses à chaque fois. Et c'est des synthèses qui se font pas forcément en réunion. Donc sur la partie sociaux et volontaire, moi je suis, même partenaire en fait, je suis pas très active pour le coup. Même si on en parle évidemment en réunion, à l'heure actuelle, on tient une réunion tous les vendredis à peu près. Donc voilà. La prochaine d'ailleurs, c'est une réunion avec le directoire. Les membres du directoire. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, alors bon, je sais que c'est pas de ta seule responsabilité évidemment, mais est-ce que vous commencez déjà à avoir une idée à peu près
de la date vers laquelle pourrait se tenir cette assemblée générale? Pour l'instant, en fait, ils sont justement, enfin, je dis ils parce que c'est pas moi qui travaille dessus, parce que j'ai pas le temps hors de nos réunions et de ce que je fais pour les salariés de le faire. Ils sont en train de mettre en point un rétro-planning justement de toutes les tâches qui sont à faire avant l'assemblée générale, parce qu'en fait, avant que l'assemblée puisse se tenir, il y a pas mal d'éléments qui rentrent en jeu, notamment il faut faire des convocations, il faut permettre des votes préalables pour les gens qui peuvent pas être présents, il y a beaucoup en fait de choses à faire. Il y a le fait que en fait nos élections à nous se font en 2 temps, enfin ce qu'on a prévu, c'est-à-dire que les élections du conseil de surveillance ne se font pas réellement en plein AG, vu que chaque collège fait des propositions pour les membres qui vont les représenter. Autrement dit, en fait, ce qu'on présente en assemblée générale, c'est une liste déjà formée de membres du collège des sociaux, du membre du collège des salariés et tout ça, avec chaque collège ayant son mode de désignation interne. Donc en fait, il faut que la liste en elle-même soit déjà formée au moment où l'AG est en place. Autrement dit, que chaque collège ait déjà désigné les membres qu'il veut avoir au sein du collège de surveillance. Et ensuite, l'AG peut toujours dire non à cette liste, mais en tout cas, elle est là plus pour ratifier la liste que chaque collège a formée que vraiment pour désigner en AG, en fait, le conseil. D'accord. Ça veut dire, par exemple, qu'un sociétaire qui est dans un collège n'aura pas son mot à dire pour désigner les représentants des autres collèges. Bah, moins en tout cas. Dans le sens c'est pas en tant que c'est pas en tant que sociétaire qui va se prononcer, mais en tant que membre de tel ou tel collège. Oui et non, parce que il va désigner en fait qui il veut dans la liste dans son collège, mais après derrière, il va aussi pouvoir voter sur la liste complète. Donc c'est en 2 temps. C'est ce qui a été fait, en fait, c'est ce qui est écrit dans les statuts, en fait. Hein. Ça, là, pour le coup, il n'y a pas de surprise. Dans les statuts, est bien dit que chaque collège a un mode de désignation qui n'est d'ailleurs pas le même entre les salariés et le collège des sociaux, par exemple, de désignation. Parce que les sociaux, eux, ont décidé que c'était par tirage au sort, par exemple, alors que les salariés, eux, ont choisi une élection. Et sur les modalités, par exemple, de ce tirage au sort, ça c'est déjà arrêté? On sait comment ça va se passer, par exemple? C'est pas complètement finalisé parce que justement, le tirage au sort pose quelques problèmes dans le sens où c'est pas un tirage au sort pour une grosse cohorte, mais un tirage au sort pour 4 personnes en fait. Et que la probabilité que sur les 4 personnes, en fait, il y ait des gens qui soient peu actifs, soit machin, on peut pas juste faire un tirage au sort comme ça de 4 personnes. Il y a trop de probabilité en fait qu'il y ait des problèmes. Et comme c'est quand même peu de personnes. Donc il y a en gros, pour l'instant, grande ligne, c'est candidature préalable et ensuite tirage au sort parmi ces candidatures. D'accord. Et je veux dire, est-ce que vous, pour éviter justement les biais, parce que bon, en termes de statistiques, bon, peu importe. Mais est-ce que vous savez... C'est ce qui a été voté par les sociaux. Hein. Je sais qu'en termes de statistiques, c'est un peu oui, parce que en fait, ce tirage au sort. La représentativité est censée être assurée par le tirage au sort sur l'ensemble de la population. Bon, mais est-ce que au niveau juridique, vous faites aider? Est-ce que vous faites valider toutes les idées que vous avez préparées par une entité juridique qui va dire OK, ça c'est bon, c'est valable, ça c'est bon? Ouais, alors il y a 2 choses. Oui, on le fait. Parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles, notamment, surtout pour les volontaires, en fait, pour le coup, ça peut être assez problématique pour le média de ne pas être dans les clous, notamment en termes de salariés déguisés ou ce genre de choses. Donc ça, oui, à l'évidence. Sur les élections aussi, même si en vérité, légalement, le règlement intérieur est on en fait un peu ce qu'on veut, en fait. Il y a peu de clauses réellement de comment on rédige ce règlement intérieur et ces choses-là. Alors on est aidé, ceci dit, par Finacoop parce qu'ils continuent à nous aider sur les questions juridiques. Et il y a aussi une socio dont le nom m'échappe, parce que c'est pas moi qui suis en contact avec elle, qui nous aide aussi là-dessus parce qu'elle connaît bien ce genre de questions. Donc oui, on se fait aider juridiquement sur ces questions. À la limite, c'est plus sur des questions les 3 quarts du temps, c'est beaucoup sur des questions de vocabulaire, de façon de formuler les choses pour que ce soit pas tendancieux légalement sur les statuts et des choses comme ça. Ouais, ce qui est compliqué aussi, c'est que à l'époque où les sociaux avaient été consultés sur l'organisation justement de la désignation des représentants des sociaux et des volontaires aussi au CS. C'était un contexte assez particulier. C'était juste après le mouvement des Gilets jaunes où le Chouard avait remis le tirage au sort à la mode. C'est vrai que ça date en fait. Ça fait longtemps que le choix a été fait dans des conditions qui étaient assez particulières.
Et d'ailleurs, il faut peut-être rappeler que ce n'était pas la proposition initiale du média, Non. le tirage au sort. C'est venu de propositions de sociaux. Bon, alors, ça, c'est mon opinion personnelle, qui n'était pas forcément bien inspirée. Et puis, ça a remporté une majorité, pas parmi d'ailleurs uniquement les sociaux, mais en fait, il y avait tous les inscrits sur le forum qui pouvaient voter. Il y avait aussi les salariés. Donc, Ouais, enfin, les salariés, qui pour le votaient. coup, n'ont pas voté pour ça. Je pense, enfin, de ce que je sais. Il n'y en a pas énormément qui ont voté déjà, et de ceux qui ont voté, c'était pas pour ça. Enfin, moi pas, étant donné que je faisais partie des gens qui ont fait la proposition du média. Non pas que je crois pas que le tirage au sort puisse être une bonne idée pour plein d'autres choses, mais là, pour pour un effectif aussi réduit, ça me semble pas une très bonne idée parce qu'à 4 personnes, en fait, on prend beaucoup de risques sur les personnes qui vont être tirées au sort. Ce qui n'est pas le cas sur une assemblée de 100 personnes, par exemple, où le nombre fait que s'il peut y avoir des profils un peu, je sais pas comment dire ça peut être plein de choses en fait, mais des profils qui iraient pas dans l'intérêt général, on va dire, c'est noyé dans la masse en fait. Sur 4 personnes, c'est beaucoup moins vrai. Donc moi, c'est pas le choix que j'aurais fait, mais les gens ont voté et pour le coup, on essaye de faire en sorte que ce soit le plus voilà. Et je rappelle derrière, ça va être le cas donc pour les premières élections, à savoir que reste que dans le conseil de surveillance sur les 4 sociaux, j'imagine que, enfin, on n'aurait vraiment pas de chance si on avait vraiment que des profils qui seraient un problème pour le conseil de surveillance. Je pense pas que ce soit le cas. Les gens qui vont se présenter, surtout maintenant, ou en fait les gens qui sont sociaux, c'est-à-dire les gens qui ont acheté des parts sociales. Ils sont quand même un nombre réduit des gens qui sont adhérents aux médias ou abonnés, en fait. Alors ça, c'est un truc peut-être qu'il faut préciser pour les gens. On est à 1600 et quelques. Il faut peut-être préciser pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément toutes les subtilités de la STRIC, qu'au départ, les sociaux, c'était les gens qui avaient souscrit aux médias, enfin, du coup, qui s'étaient abonnés en fait aux médias. Maintenant, c'est un peu différent. Il y a des catégories nouvelles, en fait, entre abonnés, donateurs, souscripteurs. Enfin, est-ce que tu peux faire le point là-dessus? Dans les catégories générales du média, je vais aller plus loin, je vais aller plus large encore. Il y a les gens qui sont abonnés, qu'on appelle abonnés, mais qui ne le sont pas aux médias en tant que tels, qui sont abonnés soit sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, machin. Donc ça, c'est un premier jet. Il y a les gens qui ont donné via OKPAL, donc via la cagnotte en défiscalisé, qui sont des dons via J'aime l'info et une association d'intérêt public. Donc ça, eux, ils n'ont pas de statut autre qu'être donateurs, et ils ont aidé le média à un moment. Il y a les gens qui sont inscrits sur le forum, qui sont juste inscrits, qui eux n'ont rien de particulier comme statut. Il y a les abonnés, c'est-à-dire les gens qui payent tous les mois ou tous les ans un abonnement aux médias, qui est maintenant un abonnement à de la presse, donc avec tout ce qui encadre la presse à ce niveau-là. Qui eux en fait ont droit à, déjà ils nous aident, c'est très gentil, mais qui vont avoir de plus en plus en fait du contenu adapté, c'est-à-dire on fait en sorte en fait que tous nos contenus restent accessibles au plus grand nombre parce que c'est notre choix de départ. Mais ils vont avoir droit à des bonus, que ce soit des coulisses du média, des bouts des choses qu'on n'a pas gardées au montage et qui peuvent augmenter le truc, ou les recommandations d'un journaliste sur les lectures, sur un truc, enfin bref, des bonus de ce genre-là, ou des bonus aussi d'invitation à poser des questions à un invité, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est pour les abonnés. Et les sociaux qui sont déjà abonnés, enfin, ils sont abonnés, en plus, eux ont des parts sociales, c'est-à-dire ont une part dans le capital du média, concrètement, sont sociétaires du média, et eux ont une part dans la gouvernance du média. Donc déjà, ils ont une part plus active dans le côté communautaire du média, mais ils ont légalement, en fait, ils font partie du média. Alors, on ne dit pas actionnaire parce qu'effectivement, ça n'a pas trop de sens pour une coopérative, mais dans l'idée, c'est quand même assez proche de ça, les dividendes en moins, vu qu'on reverse tout aux médias. L'autre différence, c'est que c'est un sociétaire égale une voix. On ne vote pas, on n'a pas un poids. L'Assemblée générale. Alors, à savoir qu'avec petite spécificité quand même, et qu'il faut quand même répéter parce que je ne voudrais pas flouer les gens là-dessus, que c'est une coopérative qui fonctionne par collège de vote. C'est-à-dire que tous les collèges n'ont pas, eux, le même poids dans le vote. Oui. Chaque personne au sein de son collège a une voix, quel que soit le nombre de parts sociales que vous preniez. Si vous en prenez 1 ou 10 000, c'est pareil.
vous avez une voix. Par contre, chaque collège, en fait, pour effectivement équilibrer un peu les choses, étant donné que les salariés sont en infériorité numérique, il y a des collèges de voix, et autrement dit, il y a 40% pour les salariés, 40% pour les sociaux, 20% pour les volontaires et 20% pour les partenaires. 10 et 10. Oui, 10 et 10. Ouais. On est fort aux médias, mais 120%. Oui, toujours plus. Oui, c'est ça. Et donc, il faut bien que des gens qui étaient sociaux, enfin, qui étaient appelés sociaux jusqu'ici parce qu'ils avaient acquis un droit d'entrée dans l'association et qu'ils payaient une cotisation chaque mois, deviennent maintenant des abonnés. Et s'ils veulent rester sociaux, en fait, il faut qu'ils prennent qu'ils convertissent leur cotisation, enfin leur cotisation mensuelle en. Pour ceux qui étaient des sociaux de l'association, on a fait en sorte effectivement qu'ils ne déboursent pas un saut de plus, parce qu'en vérité, ils avaient des titres, et normalement, s'il y en avait plus, si ça avait été mieux fait au tout début, ça aurait dû suffire à ce qu'ils soient sociétaires de la coopérative. C'est pas parce que nous, on veut pas qu'ils soient sociétaires, on aimerait bien. Mais en fait, légalement, on peut pas, parce que c'est un capital et qu'il doit être amené en fait au début de la coopérative, c'est-à-dire depuis le 1er mai. Et donc, l'idée, le truc, c'est que du coup, pour qu'ils aient pas à apporter à nouveau de l'argent alors qu'ils l'ont déjà fait en fait à la base, on offre la possibilité à tous ceux qui étaient anciennement sociétaires de faire passer leur cotisation sur un mois en part sociale. Donc ça leur coûte pas plus cher. Il faut faire la démarche par contre. Parce que, par contre, il y a la nécessité pour nous d'avoir notamment l'état civil, parce que en tant que sociétaire, on a besoin de votre état civil pour justifier du fait que vous avez une prise de capital. Et donc il y a besoin de ça, et il y a besoin que nous, que vous disiez que vous le voulez, quoi, déjà. On peut pas juste nous l'imposer. Alors pour reformuler et dire autrement, aux gens qui nous regardent et qui voudraient concrètement savoir comment faire, en gros, si votre mensualité est si vous versez votre mensualité comme vous le faisiez avant, mais que vous n'avez effectué aucune démarche, vous n'êtes pas sociétaire. Pour devenir sociétaire, il faut que vous alliez sur le site du média et que vous dites « je veux être sociétaire » et que vous acceptiez, comme l'a expliqué Chloé, que votre prochaine mensualité soit transformée en achat de part sociale. Une part sociale valant 1 euro. Si vous versez 12 euros, parce que c'est l'un des paliers, et ben ce mois-ci, vous verserez toujours 12 euros, mais ces 12 euros vous donneront 12 parts sociales. Et à ce moment-là, vous êtes détenteur de parts sociales et vous êtes sociétaire. Ce qui veut dire que vous pourrez participer à la vie du forum, vous aurez accès donc à des contenus spécifiques comme l'expliquait Chloé, et vous serez pleinement investi dans l'aventure du média, notamment en pouvant voter aux assemblées générales. Voilà. Et l'opération se fait en quelques clics sur le site. Ouais. C'est pas compliqué. L'opération est totalement transparente grâce à Chloé qui a tout codé, qui a transformé l'intégralité de cette partie du site, la partie marchande, on va dire, du site. Voilà, toute seule. Sans Léo. Non, pas complètement toute seule. Là. Pas complètement toute seule. À l'époque, il y avait encore un deuxième. Léo, un petit mot pour finir. Un petit mot pour finir, merci à vous pour cette invitation, c'était très intéressant. Vraiment, ça m'a fait plaisir de discuter de tout ça avec vous. Chloé. Des habitudes à la fin, je sais pas du tout. C'est ça. Chloé. Devenez sociétaire du média. Je sais pas, j'ai pas grand chose à dire. C'était sympa. Serge. Juste une dernière petite question pour Allez. Combien il faudra de sociétaires du média, en gros, enfin, combien le média devrait avoir de sociétaires pour être à l'aise en termes financiers Ouais. Je sais pas. Je vais pas dire. Moi, si, en gros, il faudrait. C'est pas des sociétaires en fait, soyons clairs. Si on parle finance, c'est pas des sociétaires qu'il nous faut, c'est des abonnés. Alors, s'ils sont sociétaires en plus, très bien. Mais en fait, des abonnés, ça nous suffit. Parce que c'est pas les parts sociales qui font vivre le média. Les parts sociales, c'est pour la vie coopérative du média et on en a besoin légalement pour que les personnes. Voilà. Et les salariés aussi doivent avoir des parts sociales au passage. Les salariés, pour avoir le droit de siéger à l'Assemblée générale et au collège des salariés, doivent aussi avoir des parts sociales. Donc, c'est pas tellement les parts sociales. Les parts sociales, c'est une question légale. C'est voilà, si quelqu'un prend plein de parts sociales, très bien. On va pas se plaindre. Mais c'est pas tellement là-dessus, ça se fait surtout sur les abonnements. Et sur les abonnements, il faudrait qu'on remonte à autour de 20 000 abonnés, quoi, pour être carré. Là, on est dans les 8 000, c'est ça ? Je pense que pour conclure... un peu plus.
Un peu plus. Il y a de la place. Donc, du boulot. Venez, rejoignez les abonnés, rejoignez les sociaux, rejoignez les alors, du sociaux. coup, j'en profite parce que la réelle problématique du média à ce sujet, c'est pas que les gens sont partis, parce qu'on a eu plus d'abonnés que ça fut une époque, enfin de sociaux à l'époque où c'était asso. Notre réelle problématique, en fait, c'est pas ça, c'est les gens qui ne mettent pas à jour leur carte bancaire. On a lu ça, je crois, sur le forum, ou je sais plus où, on a eu cette information qu'il y a énormément de gens qui ne mettent pas à jour leur carte bancaire, et quand elle est périmée, il faut penser à la mettre à jour. Le plus simple, c'est de passer au prélèvement CEPA. Oui, tout à fait. Vous n'aurez plus de problème. C'était pas possible avant, ça l'est maintenant. Ça l'est maintenant. Donc n'hésitez pas. Quand ça marche, ça va vite. Voilà. Bon, écoutez, merci à tous. Merci d'être venus. Merci d'avoir résisté sans fondre devant vos caméras sous l'effet de la chaleur. Il est l'heure de remercier Cory. Et vous le savez, quand on remercie Cory, c'est que l'émission touche à sa fin. On fait un petit coucou à Michel qui pouvait pas être là ce soir dans le chat. Alors, n'hésitez pas. Vous savez que vous pouvez suivre les socios engagés et vous pouvez aussi suivre le média sur la plupart des réseaux sociaux. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram et Mastodon. Vous le savez, pour que le média vive bien et vive mieux, il faut de l'argent, malheureusement. Donc, vous pouvez devenir abonné, vous pouvez devenir sociétaire à partir de 5 € par mois ou davantage selon vos moyens. On vous souhaite un très bel été et on vous dit tous à la rentrée et à bientôt. Merci à nos invités. Ciao. Ciao.